Surtout au lycée, quand je me suis rendu compte que je commençais à gagner plus d'un SMIC, ce qui est la norme absolue là où j'ai grandi. Il y a un truc chelou qui se passe. Vous levez 3 millions d'euros l'année dernière, donc on le disait il y a bientôt un an. Je sais pas si la valo, elle était publique ou pas. En fait, je sais pas vraiment encore ce que je peux communiquer ou pas. Je te rassure, je ne coupe rien. Quand j'ai commencé seul, ça je peux le dire parce que c'était une autre entité à l'époque. Donc sur Freeland, sur le format agence, on a fait 24 000 euros le mois 1 et 100 000 le deuxième. Quand il y a de l'argent sur la table, en général, faut le prendre. Faut pas jouer au plus malin qu'on est, parce qu'on sait pas comment sera l'hiver, comment ça se passera après. Le marché de l'école physique à l'école en ligne, toute cette grande catégorie de l'éducation, il y a peu de business model à abonnement. Donc, mine de rien, t'as tout le temps des nouveaux élèves à aller chercher. Ah écoutez, on a fait un faux départ, ça fait 10 minutes qu'on parle et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas appuyé sur REC. Donc du coup ouais, on va recommencer, hein. Ouais. C'est pas grave. Hein. Hop, je suis avec Corentin de Revel Train. Donc du coup je vais me répéter ça que moi de base je connais Sacha, ton associé, avec qui on a fait un TEDx à Bordeaux. On avait vachement accroché, alors il m'avait assez impressionné. Moi j'étais stressé de ouf alors que j'ai 35 piges avant de passer. Le mec il arrivait les mains dans les poches, il a 20 piges et franchement il a éclaté la salle, il était excellent. Donc j'étais en mode ok, on est sur vraiment des mecs qui défoncent. Et je dis ok Sacha, il faut vraiment que tu viennes dans le podcast, j'adore ce que vous faites, Revel Train, c'est une dinguerie votre truc. Moi pareil, l'éducation c'est un marché qui m'attire énormément et vous ce que vous êtes en train de faire c'est quand même assez fort et assez inspirant. Et il m'a dit écoute, maintenant moi je vais essayer de faire de moins en moins de podcasts et le mec qui parle chez nous, c'est Corentin, c'est mon associé, c'est le CEO de la boîte. Il faut que je te le présente. Donc du coup, ça, voilà, il nous a présenté, je pense, en décembre ou peut-être novembre. Et là, on est en janvier 2024. Et du coup, on enregistre ce podcast chez Podspace. Et bah du coup, pour la deuxième fois, bienvenue à toi, Corentin. Je vais te laisser peut-être te représenter. Au moins, ce qui est bien, c'est que tout ce que tu avais dit avant, où tu trouves que c'est de la merde, tu peux le retirer, quoi. C'est ça qui est pratique, quoi. Allez, go. Merci beaucoup pour l'invitation, du coup. Un peu bizarre, double répétition. De rien pour la deuxième fois. Et du coup, pour me présenter, du coup, j'ai 26 ans. Comme beaucoup de gens qui viennent ici, je me qualifie d'entrepreneur. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de catégories d'entrepreneurs. Je suis plutôt dans la catégorie qui a bidouilleur d'internet, donc plein de petits sites, plein de petites choses depuis l'adolescence. Et voilà, je vis à Lyon. Et je viens comme tu me demandais tout à l'heure, de Bourgogne, précisément de la Nièvre, donc vraiment le centre de la diagonale du vide, donc un peu cette génération de fin des années 90 qui se faisait chier sur Internet, sur YouTube et qui a commencé à fabriquer des choses. En résumé rapide, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, ça peut résumer de ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, ce que tu me disais, c'est que toi, voilà, tu faisais partie de ces ados qui sont vraiment la génération YouTube. Toi, en fait, quand tu étais au collège, YouTube existait et déjà, il commençait à y avoir énormément de plus en plus de contenu. Et toi, tu étais un gros consommateur, quoi. Ouais, à l'époque, il y avait quasiment que du jeu vidéo ou les tutos un peu flingués. Ouais. Pour résumer, c'était je pense que c'est l'époque où il y a eu les premiers mecs qui ont fait 1 million d'abonnés. Ça doit être à peu près cette période-là en France. Et je consommais pas mal et c'est ça en fait Oui, c'est le début des années 2010 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. 2009. Donc c'est à ce moment-là qu'arrivent notamment même les Squeezie, les Cyprien, enfin tous ces gens-là vraiment ados, qui arrivent les premiers là-dessus quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça, j'ai commencé à entreprendre ce qu'on me disait tout à l'heure, c'était une époque où il y avait un peu une crise de confiance d'Internet, mettre sa CB, c'était une folie absolue sur Internet, etc. Et du coup, j'ai vite, adolescent, gagné un peu d'argent, notamment en arbitrant ça, sur le fait que les gens avaient peur d'acheter des choses. Moi, notamment, j'achetais pour des copains, je prenais des commissions. J'ai commencé plein de petits trucs comme ça où moi, je sentais que c'était un monde que j'aimais bien, que les gens étaient attirés mais avaient peur, mais il y avait quand même des gros atouts, donc ils y allaient, sans y aller, etc. Notamment, j'ai gagné un peu d'argent ado en faisant des serveurs Minecraft, par exemple, et les gens avaient peur de lancer les serveurs virtuels chez eux. C'est un peu tous ces trucs-là que j'ai fait, ce qu'on disait. Et ce qu'on parlait aussi, le déclic, c'est vraiment, moi, c'était de la bidouille sur le côté, qui accessoirement rapportait de l'argent, et même pas mal, mais c'était pas... Il n'y a même pas de volonté pécuniaire, quoi, littéralement. Et il y en a eu, surtout au lycée, quand je me suis rendu compte que je commençais à gagner plus d'un SMIC, ce qui est la norme absolue là où j'ai grandi. On se dit, ok, là, il y a un truc chelou qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux. Notamment sur un point, c'est à l'époque où j'ai commencé à découvrir les ads, où je faisais pas mal d'achats-reventes. Et les ads avaient un truc un peu magique où il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas...
un peu free tracking, quoi. Il se passait un peu... Facebook, il y avait un truc, tu mettais de l'argent, tu sais pas pourquoi, ça te sortait de multiples. C'était la meilleure stratégie d'acquisition client. C'est que, en fait, c'est vrai que c'est une époque où tu mettais 1 balle sur Facebook et tu avais une commande directement qui arrivait avec tes 7, 8, 10 euros de marge dessus, quoi. Donc, c'était énorme, quoi. Ouais, c'était incroyable. C'était le meilleur commercial du monde. Et toi, du coup, c'était quoi le petit site que tu avais monté? Moi, j'avais vendu des fringues importées des US et j'avais vendu aussi des accessoires, genre des coques un peu personnalisées, des trucs comme ça. Ouais. Je me rappelle plus de tout, hein, j'en sais beaucoup de Et je suppose le combo Wix plus PayPal. Exactement. Je fais genre le mec qui devine, mais en fait, c'est parce que tu me l'as dit juste avant. Voilà, on va être honnête. Mais pas de... Ce que je disais tout à l'heure, je suis passé complètement à côté, moi, de la vague dropshipping. Alors, je sais pas comment on était dans ce milieu-là à cette époque-là, je l'ai pas vu, mais j'ai pas du tout fait de dropshipping. Moi, c'était vraiment... Je me faisais même très chier. Hein. J'achetais des stocks, machin, etc. Mais ouais, c'est un peu ça, pour résumer. Et on en était tout à l'heure, et ce qui fait un peu la suite avec ce qu'on disait là. C'est que malgré ça, du coup, tu passes quand même ton bac, tu vas à la fac, master, bon, tu vas peut-être pas au bout, mais c'est-à-dire que tu t'emmerdes quand même 4 ans en études, quoi. Ouais. Après, il faut dire aussi l'honnêteté, j'avais quand même plus ou moins des accords pour pas aller en cours. C'est-à-dire que sur les 4 ans, il y en a 2. Il y a une année que je fais à fond, la première année, parce qu'on me disait que j'ai fait en économie. Mais la 3 et 4e année sur 4 que j'ai fait, c'est vraiment... je suis allé juste aux examens. Ouais. On est vraiment sur de la fausse fac. Et parce que là, t'es quoi? Parce que t'entreprends à côté, t'as des projets, c'était quoi à ce moment-là, du coup? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bidouillé plein de projets ados qui ont plus ou moins foiré, souvent foiré, quelques-uns qui ont bien marché. Mais moi, j'avais kiffé notamment la partie ads, gestion de communauté, Facebook à l'époque, les groupes, etc. Et du coup, je me suis dit, je veux faire un truc plus sérieux. Je sais pas pourquoi, moi, monter des produits, etc., ça me paraissait pas sérieux à l'époque. Faut remettre le contexte. Hein. Et du coup, je me suis mis à faire pas mal de freelance, en fait. En fait, j'appelais des entreprises, je leur disais, vous avez besoin de quoi sur Internet? Et c'était quasiment toujours les trucs. C'était envoyer des ads ou gérer des communautés. Et du coup, je me suis mis à faire pas mal de freelance de ça. Et en fait, là, comment tu trouvais des clients et combien tu facturais? T'arrivais à te faire combien à cette époque? Le TJM, c'est impossible à retrouver. Mais je vivais bien quand même. Je vivais avec 3 000 € facture, je pense. Ouais, ok. Mais je faisais 3-4 jours semaine de boulot. Et trouver des clients... alors, j'ai eu Malte, mais ça, c'est bien après. Le début, c'était vraiment... Je prenais les zones industrielles. C'est vrai, je m'en rappelle. J'ai eu un gros rappel. Je prenais les zones industrielles et je descendais toutes les boîtes. Donc, c'était plutôt de la PME, moi, dans mon cas. C'est la PME qui voulait aller sur Internet. Je ne savais pas ce que ça voulait dire derrière, mais c'était beaucoup ça que j'ai fait. Et notamment beaucoup d'ads, comme je disais, beaucoup de gestion de groupe, ce genre de choses. Ok. Et j'ai fait ça les 2 années de fac, en fait, du coup. Ok. Donc ça, là, si on remet dans son contexte, donc là, toi, tu as grosso modo 26, 27 ans. Ouais, j'avais 20 là, ans. À ce moment-là, tu avais 20 ans et quelques. Ouais. C'est quoi le déclic? À quel moment tu t'arrêtes, on va dire, les petits trucs pour te mettre sur quelque chose d'un petit peu plus ambitieux? À ce moment-là, je me dis que j'ai envie de faire Donc les conférences commencent à exploser, etc. Donc je commence à m'ouvrir l'esprit sur la partie entrepreneuriale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fac de Bordeaux, la dernière année. Ok. Ouais. Je suis bordelais, ouais. Je sais, ouais. T'étais à laquelle fac, du coup? Celle qui est sur l'autre île, je sais plus comment ça s'appelle, où L'autre il y a l'IAE. Ouais, tu sais, il y a un peu de trucs. L'autre rive. Rive droite. Ah ouais, l'IAE, c'est bien ça. En fait, c'est une fac, mais niveau école de commerce, quoi. Ouais. C'est celle où tu rentres, il y a un lion, je crois, quand tu passes en tram, un truc comme ça. Ouais, c'est des ça, souvenirs. T'as la place Stalingrad, et du coup, toi, tu t'es arrêté à l'arrêt Jardin Botanique, juste en face du Quick. Exactement. Et là, t'allais à gauche, et là, t'allais à ton IAE, là. Exactement. Ouais, je connais très bien. Et à ce moment-là, en fait, je faisais des allers-retours à Paris, et je me suis fait un peu évangéliser le cerveau, disons, beaucoup de podcasts, mais surtout, c'était les rencontres. Les rencontres, il y en avait beaucoup qui étaient organisées. Il y avait plein de trucs, typiquement The Family, quand on faisait plein. Il y avait plein d'endroits comme ça où tu rencontrais du monde. Donc toi, tu as été très consommateur du coup des events de TF, que ce soit en vidéo ou en physique. Mais pas que, hein, vraiment tout le monde. J'ai consommé à balle. Ouais. Et du coup, je me suis dit, OK, on va partir. Enfin, j'étais plus après dans une démarche de créer des assets. Tu sais, là où avant, je faisais beaucoup de services ou des business un peu one-shot. C'était plutôt l'idée, quand je dis one-shot, c'est j'achetais un stock, je le revendais, après, et plus rien.
et surtout qu'en plus Facebook, tu crées pas de marque ni rien à l'époque. Donc c'était plutôt l'idée de me dire, ok, je vais faire des choses qui créent des assets qui restent dans le temps. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé quand même beaucoup plus sérieusement dans l'entrepreneuriat, avec beaucoup moins la partie bol qu'il y avait au début, quoi. Et donc du coup, ça va être quoi cette première brique en fait, mon idée là, c'est comment en fait tu vas arriver à Revoltrain et quelles sont un peu les étapes qui on va dire, qui anticipent cette genèse, quoi. Il y a 3 choses. Il y a la première chose, c'est donc avec 2 copains qui je reste souvent, on lance un espèce de tool qui améliore le référencement des commerçants. Je ne sais pas si tu vois comment ça marche le SEO local, mais en gros, quand tu tapes boulangerie près de chez moi, tu n'es pas sûr que c'est la plus proche. Le SEO local, en fait, donc c'est le référencement naturel sur Google, mais au niveau local. Ouais, et au niveau plutôt Google Maps. Ouais. Donc tu habites à Amiens ou même n'importe quelle ville et tu dis boulangerie ouverte, tabac ouvert, et là. Et en fait, c'est pas la plus proche qui sort, mais c'est plutôt une du top 5. En fait, si tu optimises bien, tu vois, celle qui est 100 mètres plus loin peut un peu sortir avant, ou en fait, les notes vont être mises en avant, que même si elle sort deuxième, tu vas plutôt aller à la deuxième. Ok. Et du coup, on avait créé un tool pour optimiser ça. Donc un tool, un outil. Ouais. Un outil assez commun. En fait, il y en a un qui a explosé depuis, qui est Partoo, d'ailleurs, qui fait ça, qui fait même la gestion de messagerie, etc. Donc Partoo, P-A-R-T-O-O, ouais. avec Thibaut Renouf. C'est ça. Qui sera du coup dans ton fauteuil dans un mois. Voilà, je suis un peu teasé. On lui laisse la place. Ouais. Et il en parlera bien mieux que moi. Mais du coup, on avait fait ça. Et c'était... en fait, on l'a lancé pendant 3-4 mois. C'est explosé, en fait. Et c'était quoi comme outil? Tu disais quelle techno, quoi? C'était une extension Chrome? C'était quoi, en fait? Non, on avait fait carrément un SaaS qui, en fait, à l'époque, se pluguait sur ton Google My Business. Et je sais plus comment était la connexion. Je pense que c'était de l'API, mais j'ai pas envie de dire une connerie. Donc, est-ce que toi, c'était pas toi la partie tech de ça, quoi? Moi, je faisais le sales et mes 2 autres potes codaient. Et ouais, je pense que c'était de l'API. Ça s'appelait comment? C'était quoi la marque du tool? C'était B-Booster, ça s'appelait. Comment? B-Booster. Ah, ça me parle, vas-y, je te laisse finir. Et du coup, on a grossi pendant 3-4 mois. Donc, on grossissait pas mal. Bon, après, au début, c'est toujours très simple. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc au moment du Covid, on a décidé de le transformer en fait en revenu passif, parce que l'acquisition, les clients que nous avaient étaient contents, donc ils nous gardaient, mais les nouveaux, on en reparle après le Covid. Donc nous on s'est dit ok, on prépare l'après. Au début du Covid, on a vite compris au bout de 2-3 semaines. Tu sais, cette période où tu trouvais ça un peu marrant au début, et tu te dis putain, ça va durer. Ouais. Le moment où on s'est dit putain, ça va durer. J'avoue, le premier mois, j'ai adoré. Après, ça a commencé à me casser les couilles. J'avais envie de sortir, quoi. Ouais, c'était ça, nous. On se dit ok, on va préparer l'après, on commence à faire un peu de SEO, machin. On s'est dit putain, ça va durer en fait. Le discours de on en reparle après. C'est ça qu'avec du recul, ça dure presque 2 mois, hein, parce que c'est du 17 mars au 11 mai. Ouais. Donc c'est quasiment 2 mois quand même. Et puis il y a un esprit Covid qui est resté, je sais pas comment dire, même en ressortant. Qui est resté 6 mois encore. Ouais, j'ai réussi de faire des calls histoire de voir. Il n'y avait plus la même énergie. Tu vois, tu avais les commerçants qui avaient un peu la dalle, qui voulaient grossir. L'après, c'était on coupe les coûts de tout. Et du coup, en fait, on est juste resté avec nos clients contents. Ça fait un espèce de revenu passif qu'on a duré assez longtemps. Et puis, le revenu passif, c'était quoi? On était plus près des 2 000 euros par mois ou des 10 000 euros par mois? On était sur quoi? Encore une fois, on parle de chiffre d'affaires. Entre les deux. Ouais. Et vous étiez 3, donc en fait, oui, vous faisiez un petit revenu tranquille. Et du coup, on s'est dit, ok, on va faire un truc qui est Covid compatible, on utilisait ce terme à l'époque. Et on a commencé à aller dans l'industrie du jeu vidéo. Et on s'est dit, on va faire... Parce qu'en fait, on joue aux jeux vidéo entre nous et on s'est mis à parier énormément. Parce qu'on était en coloc avec mes associés. Et on se pariait, en fait, on faisait une partie d'Age of Empires. On se disait, tiens, si tu gagnes, je mise tant, machin, etc. Mais genre avec des vraies bêtes avec du fric et tout, quoi? Ouais. Et on s'est dit, ok, bon, on va faire ça, version industrialisée. Et on avait commencé à essayer de le... Oh la merde, excuse. Je suis en train de remettre ton micro et en fait j'ai failli te balafre avec le grosse attaque en mode lance. On est bon, vas-y, excuse-moi. Et du coup on s'est dit refaisons ce qu'on faisait entre nous en mode app mobile, et on a commencé à travailler dessus. On avait la tech, etc. Dès qu'on s'est testé à nos potes, les gens devenaient fous. Et en fait on a pas mal avancé jusqu'au point de lever des fonds, et en fait on a rendu les fonds. Donc pas les fonds d'un point de vue matériel, mais merde, j'ai oublié le nom. La term sheet. On a rendu la term sheet parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la partie légale, on n'obtiendrait pas toutes les licences, ou en fait, on ne les obtiendrait pas au coût qu'on imaginait. On parle de plusieurs millions par an de maintien de licence. Et du coup, nous, on était plutôt sur une levée de fonds de l'ordre d'1 million, 1,5 million.
Donc on a rendu. Je t'ai vraiment raccourci l'histoire parce que ça a duré 8-9 mois. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi là, on a un produit testé sur des gens qui est killer, mais légalement. En fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que du coup, en fait, vous avez une idée, vous l'exécutez, vous la développez, vous commencez à les vendre, vous avez une traction, vous levez des fonds, vous convainquez ça se dit, vous convainquez. Vous arrivez à convaincre. Ouais. Vous arrivez à convaincre des gens de vous passer du fric, donc quand même pas une petite somme, en plus 1 million d'euros et quelques. Mais du coup, finalement, ça ne marche pas. Enfin, vous vous arrêtez parce que vous dites, là, à mon avis, on va se prendre les pieds dans le tapis au niveau juridique. Ouais. Mais au moins, vous êtes rassuré en mode, OK, toutes les étapes d'avant, on les avait quand même bien exécutées, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, il y a un truc d'image, c'est qu'en fait, l'idée, c'est quand même pas de planquer de l'info. Si tu te rends compte que nous, entre-temps, en fait, entre le début de la levée de fonds et on s'approchait vers la fin, on s'est rendu compte que l'argent, on pourrait pas le... En fait, c'était pas comme on imaginait la partie légale. Il faut mieux rendre l'argent. C'est comme si tu sais que ta boîte va cracher, reste de la trésor, rends-la aux invests. C'est tout con, mais tu pars au moins, tu vois. Ouais, donc la plupart, ils vont jusqu'au bout, quoi. Ouais. Si tu sais de manière évidente, tu vois, incontestable, que ce qu'on avait prévu en termes légaux, bah, tu fais fois 100 minimum. Bon, t'arrêtes tes conneries. T'annules l'argent avant que ce soit trop grave. Les gens restent sur une bonne image. Et c'était bien. Et du coup, en fait, à ce moment-là, tu vas voir le lien avec Revel Train un peu bizarre, mais à ce moment-là, en fait, j'avais commencé à rentrer en contact avec beaucoup d'influenceurs pour faire des placements de produits. Influenceurs gaming, du coup? De tout. De tout, ouais. Ok. Pour partager cette boîte au moment où elle allait sortir, qui s'appelait Bet Survivor, du coup. Comment tu dis? Bet Survivor. Ah, on aime bien, pas mal. Gardez la brand pour autre chose, hein, et on l'a pas... Du coup, on n'a pas mis à exécution ce plan, mais j'ai parlé avec beaucoup d'influenceurs. À garder la base, quoi. Ouais. Et ces influenceurs, en fait, donc on imagine beaucoup l'influenceur, un peu télé-réalité, tout ça, mais moi j'en avais rencontré beaucoup qui étaient plus des gens connus dans un domaine, typiquement un designer connu ou ce genre de personnes, tu vois, plus des compétences un peu plus concrètes. Et je me suis rendu compte qu'ils galéraient tous à vivre, mais une galère, ils n'étaient pas payés à hauteur de la valeur qu'ils généraient. Ouais. Et contrairement justement aux influenceurs un peu plus télé-réalité, etc., ils étaient un peu plus regardants sur les placements de produits, etc., donc ils vivaient moins bien, quoi. Ils vivaient même pour souvent, c'était plus un... Je veux dire que l'honnêteté paye moins. Ouais. Saleté de vérité, quoi. Dans l'influence du mot. Ouais. Ailleurs, je suis pas sûr, mais... Et du coup, avec ces gens-là, je me suis dit, toi, je cherchais un nouveau truc à faire. Et du coup, mes associés étaient partis sur autre chose. Et moi, j'étais un peu tout seul. Et du coup, j'ai commencé avec du coup, le startup studio dont on parlait, The Quest maintenant, avec Max, à réfléchir à comment ces personnes-là, on peut les aider à mieux monétiser leur audience en créant leurs propres produits. Donc l'idée au début, c'était on développait n'importe quoi. Un gars dans le fitness, on lui faisait une app de fitness. Un gars connu dans le design, on lui faisait un cours de design. Et en fait, on est allé par entonnoir. En fait, on a commencé très très large. Après, on s'est rendu compte qu'on préféré faire la partie cours, formation. Qu'on s'est mis à faire plein de formations. Après aussi, mes 3 autres associés sont arrivés en cours de route. Donc Sacha, Benjamin et Florent. Donc Sacha arrivait 3-4 mois après le début. Et Florent et Ben... 7 mois après. Et c'est quoi? Parce qu'en fait, ils avaient des compétences que toi, tu n'avais pas, qui te manquaient à ce moment-là. En fait, au début, c'était plus un espèce de publisher, d'ailleurs, si tu connais un peu le... Non, je ne connais pas. En fait, tu as les agences qui font pour les autres, en général. Tu as toi qui possèdes ton produit, qui est le startup classique, et le publisher, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il amène une compétence en l'échange d'une compétence. Et souvent, les publishers, c'est beaucoup d'un point de vue marketing. Genre, ils rachètent 50% d'un livre, et en plus de donner de l'argent, ils bombardent le marketing, typiquement. Ouais, ok. Et nous, on voulait faire un publisher en fait pour influenceurs sur la partie cours en ligne, etc. Éducation. Donc en fait, en gros, on vous crée toute la formation, toute l'école en ligne pour vous, on vous donne tout, et on partage les revenus, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a commencé comme ça. Donc en fait, c'est en itérant que vous êtes arrivé par hasard sur ce business qui, on va faire un gros bond en avant, deviendra Revel Train. Donc en fait, de base, t'as pas l'idée de Revel Train, vous avez plutôt en fait un asset qui est ce groupement, on va dire, d'influenceurs sur telle ou telle thématique. Et là, vous les questionnez, enfin tu les questionnes pour savoir ce dont ils ont besoin. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont besoin de plein de choses, et notamment de créer des formations en ligne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une audience, c'est l'un des principaux business models. Et c'est en faisant pour eux que tu t'es dit, mais en fait, là, il y a un vrai sujet à régler, quoi. Exactement. Et en fait, à force de le faire, à partager les revenus, etc., il y a toujours ce truc de l'agence ou du publisher qui te titille, et je veux faire
je veux faire le mien, tu vois. Et du coup, on s'est dit, OK, on veut faire notre propre formation. Et c'est comme ça qu'est né Revoltrain, en fait, qui s'appelait historiquement Freeland et qui est devenu Revoltrain. C'est vrai. C'est ça la Et transition. d'ailleurs, pourquoi vous avez changé? Parce que Freeland, c'était cool comme marque. C'est très cool, mais il y a déjà un autre groupe qui possède le nom. Classique, on n'avait pas regardé avant la base. C'est comme ce podcast qui s'appelait Club Sandwich. J'avais juste pas tapé Club Sandwich dans Spotify. Il y avait déjà au moins 2-3 podcasts qui s'appelaient comme ça, notamment le plus gros podcast d'avocats de France. Donc en fait, les mecs, il fallait pas emmerder, quoi. Non mais alors, le pif, le mec, quoi. Putain. Quand j'ai reçu le mail, je me rappelle, j'étais « Oh putain, quel con ». Il vaut mieux que ça arrive au début qu'autre chose. Et il y a ça, et même au début de ça, on avait quand même déjà... En fait, ça, c'était le truc qui a achevé. Au début de ça, on avait quand même entamé une transition. On voulait une marque qui colle plus à l'idée qu'était Revoltrain. Parce qu'en fait, on s'est dit, OK, on sait lancer des écoles en ligne. C'est quoi le sujet qui nous tient à cœur? En fait, hormis Sacha, qui a un contexte de vie un peu différent, mais on est 3 associés à venir de Bourgogne, à s'être émancipés beaucoup par le freelance, ou ce type de métier, les métiers digitaux de manière générale. On s'est dit, OK, comment démocratiser cet accès au maximum de gens et qu'on ne se retrouve pas dans un truc où, moi en vrai, si on est honnête, j'ai galéré. En freelance, j'ai mis, je sais pas, 1 an avant de facturer mon premier euro correctement. Tout était galère. Et on s'est dit, en fait, il y a quand même, surtout quand tu es sur des revenus décents, que je parle pas de sommes folles, de gagner 10, 20, 30 K par mois, mais commencer à gagner 1500, 2000, où tu commences à en vivre, là, il y a vraiment des playbooks sur les premières étapes. On s'est dit, c'est fou, nous, on a perdu un temps de malade, comment on le démocratise? Et du coup, c'est un peu le truc qui réunissait, OK, on veut faire notre truc, on sait faire ça, et dans ce cercle de possibles, c'est quoi qui nous fait kiffer? Et c'était ce sujet-là, quoi. Ok, et alors maintenant, du coup, pour rentrer dans le détail et vraiment expliquer aux gens qui connaissent pas du tout ce que c'est Revoltrain, est-ce que tu peux du coup expliquer exactement ce que vous faites? Et je pense le mieux, c'est de donner un use case pour illustrer, quoi. On va partir d'une personne, c'est très bien. Disons Marc, 30 ans. Qu'on embrasse. On l'adore. Ouais. Travaille à L'Oréal, il se fait chier, il veut arrêter. Tu vois, il a plus de bonheur qu'il a dans sa carrière. Et il est en quête, tu vois, soit c'est des gens qui sont en quête de sens, comme là. Ça peut être des personnes qui veulent des revenus un peu plus élevés. Tu vois, ils sont dans les milieux sociaux, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, ça va être typiquement la maman qui veut voir grandir ses enfants. Tu vois, il y a un peu ces 3-4 grands types de personnes. Ou l'étudiant paumé aussi, on en a pas mal. Tu t'embarques dans des études, la désillusion classique, ouais, stages, tout on ça. les embrasse aussi. On les embrasse aussi. Tu vois, c'est ces 3-4 typologies de gens qui ont un gros point commun, c'est une envie profonde et brûlante de changer de vie, d'aller d'un état A à un état B, d'un vrai changement de vie, où en fait, le pro commence à toucher un peu le perso. Ton pro commence à faire que tu te sens moins bien, quoi. Et du coup, on a créé en fait une école, on prend quelqu'un de zéro, on lui apprend un métier parmi les différents métiers qu'on forme. Les métiers qu'on forme... C'est vous qui avez créé toutes les formations qui sont en ligne. Ouais, c'est ça. Mais des formations, il y en a combien de différentes, par exemple? On a 5. Il y en a 5. C'est quoi les 5 thèmes? On a monteur, sales, community manager, assistant virtuel, et j'en oublie un, et rédacteur. Ok, rédacteur, genre copywriter, quoi. Ouais. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est un peu les 5 métiers du web dont on a beaucoup besoin. Et en fait, du coup, Marc, s'il veut, il va sur Revoltrain et il peut apprendre l'un de ces 5 métiers. C'est ça. Directement en ligne, sur votre école en ligne, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous aimez bien cette sémantique de dire vous êtes une école en ligne? Non, pas du tout. Pas du tout? Alors, du coup, je vais arrêter de l'utiliser, du coup. En fait, je le dis par simplicité. Nous, on se voit comme une école, plutôt. En fait, tu as un peu 3 degrés. Tu as la formation en ligne, qui n'a pas une bonne image, de manière générale. Ouais. Donc, nous, on s'en est un peu extrait. On n'est plus trop là-dedans et on n'est plus trop vu comme ça. Donc, plutôt, nous, on est dans l'école en ligne. Mais on se décrit, tu vois, plus comme une école au sens large et qui a ses parcours en ligne. Mais tu vois, c'est plus une feature que quelque chose de fondamental. Donc en fait, tu veux pas qu'on dise école en ligne, on dit école. Ouais, c'est ça. C'est une école où on apprend des choses, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et notamment parce qu'en fait, école en ligne, en fait, quand tu dis école en ligne, les gens sous-entendent beaucoup côté formation en ligne, alors que nous, il y a l'aspect communautaire qui est beaucoup plus présent dans le physique, qui est quasiment la brique numéro 1 chez nous. Et même, on a énormément d'événements physiques ou ce genre de choses. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu... tu vois, on fait un amalgame qui n'est pas tant vrai. Parce qu'en fait, c'est ce que j'allais te demander. Parce qu'en fait, là, dit comme ça, et je sais que là, tu n'as pas fini le propos, mais en fait, dit comme ça, les gens se diraient, OK, elle est où l'innovation? Donc, du coup, c'est là que tu vas en venir. Qu'est-ce qui va vous différencier? Qu'est-ce qui fait que vous êtes spéciaux, en fait? Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est déjà le choix des métiers, qui est le fait d'avoir des métiers
en tension, où on sait que ça va recruter fort derrière, où les niveaux de vie sont bien, et surtout, c'est des métiers qui te donnent accès à un style de vie assez libre. Que tu sois salarié ou freelance, qu'importe, c'est des métiers où ton employeur va être un peu plus sympa, où tu vas pouvoir voyager un peu plus, donc qui se rapproche un peu plus du nomade life. Mais tu n'es pas obligé d'être nomade, mais si tu veux y avoir accès, tu peux. Ce que j'allais vous demander, en fait, c'est est-ce que vous commencez à avoir des stats de ce que font les gens après avoir étudié, j'allais dire chez Freelance, chez Revel Train. Est-ce que, du coup, c'est quoi le pourcentage entre les gens qui deviennent salariés ou les gens qui deviennent freelance, par exemple? 70-30 en indépendant. Ok, oui, tout de même. C'est quand même l'ADN des gens qui viennent vers vous, quoi. Ouais, mais en fait, l'ADN, les gens rentrent à 100% pour être indépendants. Et en fait, on en a en cours de route qui disent, mais en fait, c'est vrai que si je suis salarié, que j'ai la protection du salariat, mais en fait, on me donne la liberté, c'est plus la liberté que je voulais qu'en fait l'indépendance. Ouais. Et du coup, tu vois, là, ça transitionne un peu. C'est pour ça que je veux pas quand même que isoler l'indépendance, que je trouve ça un peu réducteur, en fait. Non, je suis d'accord. Et du coup, c'est la première chose, c'est ça, c'est le style de métier qui, en fait, parle plutôt d'un style de vie. Il y a les écoles, ils disent, je vais faire une école de monteur. Nous, en fait, on se dit, OK, quel métier rentre dans le style de vie? Donc ça, c'est la première variable. La deuxième, c'est qu'on a aussi des top profs. C'est quand même un sujet où si tu veux bien former, on casse. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Du coup, en fait, donc là, sur la forme, là, on commence à vraiment bien comprendre ce que c'est Revel Train. Sur le fond, pareil. Donc, encore une fois, vous vous différenciez des formations en ligne où là, je suis sûr que des formations en ligne pour être monteur ou pour être copywriter, je veux dire, il y en a plein sur copywriter. Il suffit d'aller sur LinkedIn. Je peux te citer 5-6 personnes qui ont fait des formations, soit des formations basiques à 200 balles avec des PDF, soit des formations vraiment vidéo, et même qui sont des bonnes formations. Ouais, et donc, du coup, prix, hein. Ça va de 200 à 10 000. Voilà. Et vous, en fait, qu'est-ce qui va encore une fois vous différencier de ça et qui crée le cours et en fait comment moi je consomme ce cours en tant que si c'est moi Marc par exemple? Ce qu'on fait, c'est que nous, nos profs, on va chercher des profs déjà, et ces profs là on va chercher des top experts du sujet. On va pas chercher spécialement les connus comme historiquement on faisait les influenceurs, tout ça, mais plutôt les compétents. Donc on peut avoir des gens où tu vois, tu connais pas leur nom et sur le terrain ça envoie, tu vois, c'est un peu l'idée. D'aller chercher, et avec aussi des connus dans l'eau, parce qu'il y a des gens qui ont les deux, tu vois, mais t'en as aussi qui sont pas connus et très bons. C'est des profs qui sont finalement comme dans des écoles de commerce ou ce genre de lieux, qui sont en fait pigistes au final, qui viennent faire leurs cours, leur accompagnement, leurs réponses dans la communauté. Genre il va devoir tourner combien de... C'est lui qui va scripter, qui va tourner la vidéo? Ouais. Vous le faites tourner chez lui ou il vient chez vous tourner? Comment ça se passe? Il peut y avoir les deux, et pour les cours, en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a un moule Revel Train de comment on fait un cours, comment il doit être fait, etc. Donc il y a des énormes guidelines, des énormes lignes directrices, et il doit les suivre. Et en fait, dedans, on n'intervient pas sur le moment de l'expertise parce qu'on a des profs qui sont là, eux, pour mettre leur expertise. Nous, on intervient sur tout le reste, sur comment faire un bon cours, en fait. Ouais. Et ces profs-là, ils ont l'obligation, en fait, de travailler 50% de leur temps pour rester à jour, être dans le thème, avoir un level, et 50% du temps, en général, ils sont chez nous. Ok. Donc il y a ça, il y a les profs, il y a l'aspect aussi accompagnement qui est beaucoup plus poussé que dans les écoles en ligne et encore plus que les formations en ligne. Tu peux donner un exemple d'accompagnement un peu plus poussé qu'on va avoir? Les élèves ont appel illimité avec les profs, typiquement. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je suis prof, par exemple, sur je sais pas, la brique copywriting, c'est quoi? Ils ont une ligne WhatsApp avec moi? T'as le Discord, donc la communauté où tu peux les contacter en continu. Ouais. Et aussi, il y a les élèves, les anciens élèves, etc. Ça doit leur prendre beaucoup de temps, ça, aux profs, du coup, quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on a beaucoup de profs. Et c'est pour ça peut-être que vous les payez bien aussi. Ouais. Et deuxième chose, ils ont un Calendly et ça réserve, quoi. Ok. Et donc, ça, c'est le deal. Ils peuvent prendre autant de créneaux qu'ils veulent avec les profs, quoi. Il y en a beaucoup d'imposés. En fait, on sait qu'à tel moment du parcours, il faut que tu aies un appel. Et que ce soit pour la partie technique, parce qu'on sait que tu vas bloquer sur cet exo, ça va être compliqué ou quoi, ou sur la partie intellect, parce qu'en fait, ça joue aussi beaucoup dans le mental, une formation, surtout quand tu es à distance, isolé dans ton coin et que tu apprends quelque chose de nouveau. Donc on sait qu'à ce moment-là, tu peux avoir un drop de motivation. Ok, là, on va prendre rendez-vous avec toi. On sait que ça peut être un peu plus dur, tu peux être un peu dans le creux, on voit que tu es bloqué depuis X temps, et on te pousse un appel à ce moment-là aussi. Ok. Et donc, par exemple, on va encore une fois rester sur le use case de je veux devenir copywriter. Donc, j'ai choisi cette brique. Déjà, ma première question dans la question, c'est est-ce qu'il y a une offre unique ou, par exemple, sur cette brique copywriting, il y a peut-être cours en mode light, cours en mode long, ou non, c'est une offre unique de la formation? On teste plusieurs choses. Historiquement, on a une offre unique.
Donc là, ça tombe un peu mal le podcast qu'on est en plein. On teste pas mal de choses en ce moment. Donc on va dire, on va prendre sur 2023. C'est quoi l'offre, par exemple, pour avoir une idée? Nous, l'offre, c'était une offre unique où tu payes l'accès au métier de copywriter. Et ça coûte combien? C'était 3 000 € sur l'année avec des promos. Ouais. Et donc ça, c'était, alors quand on va utiliser le passé parce que là vous êtes en train de le revoir, donc les gens, je vous invite, quel que soit le moment, parce que ça se trouve les gens nous écouteront en 2026, je vous invite à aller sur le site de Reveltrain pour aller voir combien ça coûte. Donc je paye les 3 000 €, j'ai accès à des cours, je suppose qu'ils sont séparés en modules, donc des modules vidéo. Entre les modules vidéo, je peux prendre des créneaux pour parler en direct avec le prof. Est-ce qu'il y a aussi des, je sais pas, par exemple, des fois des cours collectifs, donc là qui sont en direct, qui sont en synchrone du coup? C'est ça. Nous, l'idée, c'est qu'en fait, tout le moule principal puisse être suivi de manière asynchrone. Parce qu'en fait, il y a plein d'histoires de vie différentes. Chacun des. On va peut-être expliquer juste aux gens. Asynchrone, ça veut dire que le prof a tourné sa vidéo et moi, j'écoute la vidéo quand je veux, le lundi, le mardi, le dimanche, en pleine nuit ou quoi. Je le regarde pas. Je suis pas obligé de le regarder quand il est là. À lui, quoi. Voilà. Exactement. Et en synchrone, c'est différent, c'est une visio one-to-one, par exemple. C'est ça. Et donc, tout le moule principal pour devenir copywriter, tu peux le faire sans rien suivre de base. Parce que les mentorats groupés, comme tu dis, on en a. On en a plusieurs par semaine. Il y a les replays. Les cours principaux, c'est de la vidéo. Tes mentorats individuels obligatoires, en fait, c'est toi qui les positionnes. Les réponses des profs sur la communauté, tu la regardes quand tu veux. Donc, l'idée, c'est que le moule principal puisse être suivi de manière complètement asynchrone. Et après, on organise plein de choses qui sont ponctuelles, typiquement des voyages scolaires, tu vois. Et ce genre de choses, là, il y a de la synchronisation, mais tu peux suivre le cours et aller au bout de ta formation. Vous allez faire des sorties scolaires? On en a fait. Genre quoi, par exemple? La dernière, avec un petit groupe d'élèves, on est parti dans un golf dans le sud de la France. Ok. Trop stylé, mais c'était quoi? C'est ceux qui suivaient quel cours? C'est ceux qui étaient à la fin de l'école monteur vidéo. Ok. Et donc là, c'était plus en mode chillux, quoi. Avec le prof, avec vous, peut-être. C'est ça. Okay. Et on en organise et on veut le pousser de plus en plus. Ok, trop bien. Ça marche. Déjà, c'est beaucoup plus clair à ce niveau-là. Et juste l'amplitude de temps entre le moment où je commence la formation et le moment où... Est-ce que la formation, en fait, elle peut ne jamais être terminée? Est-ce que je peux mettre 1 an à la faire, la formation, ou pas? Pour le moment, on a donné accès à vie. Je ne sais pas si à terme, on gardera ce modèle-là. Pour le moment, c'est le cas. Ok. Parce que je ne voulais pas imposer un temps aux personnes, parce que chacun n'a pas le même niveau de base, pas les mêmes capacités cognitives liées à ce métier en question, n'a pas le même temps dispo. Donc, on ne voulait pas imposer de temps. Donc, quand on donne des temps, c'est indicatif et par métier. Parce que les métiers varient. Typiquement, le métier de monteur, si tu te chauffes, en 1 à 2 mois, tu as le niveau de base pour commencer en vivre. Pour facturer des prestations, quoi. Pour pouvoir commencer à facturer. Et après, ça varie, tu vois, selon les métiers. Donc, on donne des temps, mais toujours très indicatifs. C'est parce qu'en fait, ça dépend complètement de la vitesse où tu vas, quoi. Ok, donc ça c'est hyper clair. Donc vous lancez Reveltrain, donc qui à l'époque s'appelait Freeland. On va garder Reveltrain pour pas perdre les gens. Très vite, tu as tes 3 associés qui te rejoignent. Parce que de base, l'idée vient de toi en fait, vient de chez toi. Ouais. De par un peu tes discussions que tu pouvais avoir avec Blondie ou quoi à l'époque. C'est un dérivé d'une idée de base. Voilà. Et donc ça, donc là, du coup, c'est chez toi. Les 3 compères te rejoignent assez rapidement. C'est ça. Là, on est en quelle année à ce moment-là? Alors, je commence seul avec Blondie, du coup, en août 2021. Sacha arrive en janvier 2022. Et en mars, Flo et Ben arrivent. Donc, on est au complet mars 2022. Ok, donc en fait, en soi, ça veut dire que c'est une aventure qui a un peu plus de 2 ans, quoi, grosso modo. C'est quoi les premiers chiffres et c'est quoi les premiers signes de traction? En gros, ça, je peux le communiquer parce que c'était... Parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment encore ce que je peux communiquer ou pas. Mais je te rassure, je ne coupe rien. Mais du coup, dès le début, on fait des revenus. En fait, quand j'ai commencé seul, ça, je peux le dire parce que c'était une autre entité à l'époque. Donc, sur Freeland, sur le format agence, on a fait 24 000 € le mois 1. Et 100 000 le deuxième. Donc, oui, je me rappelle de ça. J'en parlais moi du coup avec Blondie à l'époque. Il me disait là, on est sur un truc, c'est un peu une dinguerie, quoi. Donc il y a ça. Puis j'étais tout seul à l'époque. Donc d'ailleurs, je te dis une connerie. C'est 0 mois 1 et c'est 24 mois 2. Donc tu vois, dès le début, en fait, il y a eu un truc de... On a commencé à gagner de l'argent et comprendre un peu comment ça se passait ce
milieu de la formation, parce qu'on venait pas de là, nous, à la base. Il y a ça. De l'école. De l'école. Et après, quand on est vraiment au format Revoltrain, où on décide de faire notre propre truc, c'est vraiment avec l'arrivée Ben et Flo, donc plutôt début 2022. Et donc de début 2022, donc disons autour d'avril jusqu'à la fin d'année, on a fait 1500 élèves en du coup une dizaine de mois, quoi. Ok, donc 1500 élèves à 3000 euros. À l'époque, on était moins cher. Donc, bon, on va dire quoi, 1000 euros, 1500? Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, donc en fait, que les gens calculent, du coup, ça fait un beau chiffre. Du coup, ça fait plus d'1 million d'euros dès la première année. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez encore levé zéro. Zéro. Vous êtes donc 100% bootstrap à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que l'année d'après, du coup, vous avez besoin de partir en levée de fonds et vous avez besoin de cet argent pour vous développer? Il y a effectivement, on lève des fonds du coup en février, donc début vraiment 2023. Il y a bientôt un an. Bientôt un an, ouais. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une vérité qui est toujours un peu dure à accepter, mais qu'il faut prendre. C'est que quand il y a de l'argent sur la table, en général, il faut le prendre. Il faut pas jouer au plus malin qu'on est, parce qu'on ne sait pas comment sera l'hiver, comment ça se passera après. Et donc, s'il y a de l'argent, de manière générale, il faut plutôt le prendre. Il y a vraiment beaucoup d'histoires de regrets. Aussi, ouais. Il y a beaucoup de regrets chez beaucoup de personnes. Donc, il y a ça. La deuxième raison, c'est que malgré tout, on avait un business model où en fait, les gens payaient dans le temps, il y avait des mensualités, etc. Qui fait qu'il y avait quand même beaucoup d'argent dehors. Donc, même si tu es ultra rentable, tu as toujours un... C'est un peu technique. Un sujet de trésorerie. Donc, les gens peuvent bien comprendre. C'est-à-dire qu'à l'instant T, tu peux valider un élève qui valide 3000 euros pour sa formation. Mais par exemple, alors je ne sais pas si c'est votre cas, je vais prendre juste un exemple pour que les gens comprennent. Souvent, on offre des facilités de paiement aux gens pour faciliter le passage à l'action. Ça peut être par exemple paye en 10 fois sans frais. Donc certes, tu as facturé, tu as validé un client à 3000 euros au mois 1, mais en fait, il faut savoir que tu vas recevoir le solde de cette somme au mois 10. Donc, il faut que tu puisses, dans ton plan de trésorerie, du coup, alors ce qui est bien, c'est que ça te donne la visibilité à plutôt moyen terme, mais par contre, du coup, il faut bien piloter ta boîte parce que tu sais que la thune, tu l'as pas validée en janvier, mais tu auras 300 euros par mois, quoi, pendant 10 mois. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est qu'on avait des ambitions de pousser. Notamment, tu parlais de ce qui nous différenciait. En fait, on a développé notre propre LMS avec une gamification très poussée, etc. Ah, tu peux expliquer ce que c'est? C'est un Learning Management System. C'est très barbare, pour simplement dire une plateforme de cours stylée, concrètement. Donc, on a développé notre propre plateforme, etc. Et ça, c'est des coûts. En fait, comme on avait ce sujet de trésorerie, comme tu disais, on pouvait voir un peu à l'avenir, mais on ne pouvait pas s'embarquer dans des projets un peu plus fous. Donc en fait, si on avait le cash en banque pour le permettre, et donc c'est un peu toutes ces raisons-là qu'on fait. Donc c'est essentiellement pour des sujets RH et tech en fait, grosso modo. Beaucoup R&D. Développer à ce niveau-là. Parce que est-ce que l'acquisition aujourd'hui pour vous c'est un sujet? L'acquisition de nouveaux élèves. De clients. Oui, on va pas dire client, on va dire élève, pardon. Utilisons la bonne sémantique. Le diable se cache dans les détails. Oui, j'allais dire non, mais oui, dans le sens, c'est un sujet qu'on maîtrise bien, mais qui reste importantissime pour plusieurs raisons. C'est que déjà, le marché de l'école physique à l'école en ligne, en passant par toute cette grande catégorie de l'éducation, il y a peu de business model à abonnement. Donc, mine de rien, tu as tout le temps des nouveaux élèves à aller chercher. Donc, chaque année, c'est quand même plus simple d'aller en chercher parce que tu as plus de réputation, plus de track record, donc d'historique d'élèves qui ont réussi, etc. Mais chaque année, il y a ta nouvelle cuvée d'élèves à aller chercher. Tu peux être HEC, c'est le même sujet au final. Oui. Bon, ils ont tellement d'avance sur le track record, etc., que ça va. Oui, et puis après, en fait, ils ont un tel branding. Et en fait, c'est vrai que si on veut filer la métaphore, eux, comme ils sont premiers dans tous les classements, en fait, ils ont une autorité qui est faite et refaite, qui n'a plus besoin d'être prouvée. Donc, en fait, ils seront toujours... c'est comme un grand restaurant doublement étoilé. Enfin, il sera toujours plein, en fait. Tu vois. Mais la différence, c'est qu'un restaurant étoilé, tu auras du réachat. Là, l'idée, c'est que si tu as bien fait ton taf, à moins que tu aies des ventes additionnelles sur des trucs intéressants, des choses auxquelles on réfléchit, mais sur ton produit de base, si tu as réussi, l'élève a son métier, ça se passe à merveille pour lui, il n'a pas besoin de revenir chez toi. Ou peut-être des choses type ok, je suis freelance à Carton, je veux me mettre en agence, mais tu n'as pas de besoin. Donc tu as toujours des nouveaux élèves à trouver. Et donc c'est un peu le jeu en fait de l'éducation, c'est d'avoir, comme tu disais, en fait, d'arriver au point d'HEC, ou qu'importe l'autre exemple, mais
d'avoir une telle image, un tel résultat aussi, qui fait que ce besoin de nouveaux leads chaque année, il est comblé de manière de plus en plus simple, en fait, de te simplifier la tâche, quoi. Ouais, complètement. Pour revenir sur la levée de fonds, donc du coup, on va le dire, vous avez levé 3 millions d'euros. Parce que, tu vois, je sais qu'on l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus si c'était la partie qui était rec ou celle qui était pas rec. Donc vous levez 3 millions d'euros l'année dernière. Donc on le disait, il y a bientôt 1 an. Je sais pas si la valo, elle était publique ou pas. Si vous vous donnez pas ces choses-là, ok, bon. De toute façon, dans tous les cas, une levée de 3 millions d'euros dans le contexte de 2022, en tout cas, c'était quand même une belle performance. Sachant qu'en plus de mémoire, vous l'avez fait quand même assez rapidement. 3 semaines, ouais. Ouais, voilà. Moi, j'allais dire 1 mois, donc c'est quand même assez balèze. Full BA, full business angel. Oui, on a eu le luxe de pouvoir choisir. En fait, pour les gens qui connaissent pas, il y a un peu comme un système de souscription. Donc, il y a des places et des gens qui les prennent. On a eu la chance d'être sursouscrit et très largement. Donc, on a pu un peu choisir. Et justement, tu parlais de la valo, d'avoir une valo qui nous va bien. C'est le choix du roi, quoi, un peu. Et je sais pas, vous avez communiqué sur les noms un peu que vous avez eu dans la table de capitalisation, ou c'est quelque chose que vous gardez secret? Non, on peut en parler. On a, très connu, on a Kima Venture, on a Michael Benabou, donc de VP. Ex-VP, ouais. Le seul qui a réussi à faire The Big Exit, un vrai génie. Ouais, il est très sympa. On a une des personnes qui a revendu Léon de Bruxelles, par exemple. On a Steve Rosenblum qui a fait Pixmania. Ouais. Dinosaure du web, Rosenblum. Ouais. On en a plein de personnes comme ça, beaucoup de... C'est des frères, les Rosenblum, non? Ouais, ils sont 2. Quand ils ont fait Pixmania, ok. Vous en avez qu'un des deux, vous? Je sais pas s'ils ont investi en commun ou pas. Si c'est une structure commune ou ouais, si c'est Steve. Je sais pas non plus. On peut dire Steve. Du coup, voilà, c'est un peu les noms. Il y en a plein d'autres. Hein. Dans le plus jeune, il y a Edouard qui a revendu The Braderie. Ah oui, ok, qui a revendu The Braderie à Showroom Privé. Edouard, qu'on embrasse. Qui est invité également dans le podcast, j'attends son retour. Il y a aussi Motier, donc la famille derrière les Galeries Lafayette. Ok. Etc. Donc beaucoup de... Vous avez des très beaux noms quand même, du coup c'est assez stylé, quoi. Ouais. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui explique qu'il y a eu en fait autant de monde qui se sont un peu battus pour venir dans le deal? En plus, moi, je me rappelle très bien à quelle période c'est tombé. Moi, c'est tombé pile à la période où j'achetais avec mes 2 associés un immense lieu à Bordeaux pour, je l'espère, c'est faire un peu le nouveau 25 rue du Petit Musc des The Family. Et autant dire où je me suis mis au ras des pâquerettes. Moi, je voulais absolument rentrer dans le deal et j'avais plus une thune. mais donc, du coup, je me rappelle très bien à quelle période c'est tombé. C'est vrai qu'on se battait tous un peu pour y rentrer. C'était assez ouf. À ton avis, toi, qu'est-ce qui explique cet engouement? Autre que, en fait, c'est peut-être autre que cette traction qui a été hyper rapide, mais ça, c'est super beau, mais ça arrive. Il y a plein de sujets. On en parlait tout à l'heure un peu off. Effectivement, tu as le réseau. Sacha, via les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, etc., fait qu'on avait un réseau de lui. Moi, mine de rien, avec l'ancienne levée, ou aussi des intros d'intro, on avait aussi, tu sais, c'est un peu comme une boule de neige, on avait déjà un peu l'amorce du début. 2, on n'a pas hésité à rencontrer énormément de monde, de ne pas se fermer de porte. Moi, j'ai envoyé beaucoup de mails où toutes les intros, je les ai toutes prises. On s'est vraiment booké, on était 2 à temps plein dessus quand même. Donc, c'est pas long, 3 semaines pour une levée de fonds, c'est même extrêmement court. Mais on a bourriné, on parle de 20 heures jour, on a appelé la terre, quoi. Et tu vois, on était même dans des méthodes, pas ou peu de rendez-vous physiques, pour caler le max de monde. On voulait se fermer de les périodes où tu sèmes des graines, quoi. Ouais. Il y a ça, il y a l'attraction, quoi qu'on en dise, ça joue. D'autant plus dans le marché de l'éducation, qui est un marché, il faut le recontextualiser, c'est un marché hyper noble qui attire tout le monde. Je connais personne qui n'est pas un peu attiré par l'éducation. C'est ça que j'attendais un peu ce type de réponse. C'est ça que ce qui est marrant de ce que tu dis, c'est que qu'aujourd'hui, donc du coup, vous êtes une EdTech. Et c'est ça qu'aujourd'hui, des EdTech, il n'y en a pas des masses. Alors, ce qui est très marrant, c'est que du coup, juste après toi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et encore après, il y a Wilfried de Superprof. Du coup, qui est un peu aussi l'autre grande figure de proue de la EdTech française, quoi. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu. En plus, l'histoire de Wilfried, je m'étais un peu renseigné. C'est une histoire de fou. Et c'est des histoires qui sont hors du commun. D'autant plus dans le marché de l'EdTech, comme je disais, c'est un marché un peu noble, mais du coup qui biaise beaucoup les décisions. Comme c'est un marché où les gens mettent beaucoup d'affect, etc., on sort souvent du rationnel
Et on fait un peu ce qu'on a envie de faire plutôt que de faire ce qui marche, etc. Ce qui fait que quand tu regardes les chiffres sur les 3 premières années, par exemple, des EdTech relativement à d'autres secteurs, c'est souvent catastrophique. L'EdTech, on veut prendre le cliché parfait de la startup qui a fait 3 ans, qui a cramé tout l'oseille qu'il a pu avoir et fait 0 de revenus. Une fois sur 2, tu vas tomber sur une EdTech. Parce que je te dis, en fait, on biaise beaucoup nos... T'as des noms comme ça à donner? Non. Je suis un gars sympa. Mais je veux pas me porter un mauvais karma. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est un marché, en fait, on met tellement de noblesse qu'on biaise nos décisions. Et du coup, finalement, pour ces investisseurs, c'est assez rare de voir des boîtes dans les tech qui font de l'argent. Alors là, c'est rentable, tu cumules, c'est une folie. Et puis aussi, le dernier point du moment de cette levée de fonds, il faut aussi remettre le contexte. C'est un contexte où il n'y a plus de levée, tout le monde galère. Mais du coup, tout le monde change son braquet vers les boîtes rentables. Alors là, tu vois une boîte EdTech qui a 1 an, qui est rentable, tu deviens un peu une petite bouteille d'eau dans le désert. Et toutes les boîtes qui ont été dans notre position ont finalement pu faire pas des levées sur des montants énormissimes, par contre dans des super conditions, parce que tu arrivais à ce moment-là, quoi. Ouais, parce que en fait, moi je sais que vous avez une tech quand même qui est top ou quoi, mais on peut pas dire. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, mais est-ce que votre tech elle est ultra innovante? Non, c'est pas le cas. C'est juste que en fait, elle est bien exécutée. En fait, elle est UX friendly, quoi, on va dire. Ouais, c'est vrai que en fait, quand tu regardes les autres plateformes, tu te rends compte qu'elle est beaucoup mieux foutue. Mais c'est parce qu'on l'a bien fait, mais il faut pas non plus trop jeter des fleurs, c'est qu'en face, c'est quand même très mal fait aussi. Ouais. C'est beaucoup des trucs un peu... C'est très années 2000, les plateformes de cours. Donc, c'est pas le facteur clé numéro 1 de succès. Là, on est plutôt sur de la cerise sur le gâteau qui différencie, qui fait des choses bien, que tout le monde peut pas se permettre, parce que dans le marché de l'éducation, tout le monde n'a pas l'argent pour aller fabriquer une plateforme. Mais donc, ouais, c'est différenciant. C'est pas le sujet numéro 1. Mais par contre, on va dire top 5, quoi. C'est un sujet qui compte. Ok, donc du coup, vous avez donc levé 3 millions d'euros, on l'a dit, il y a bientôt 1 an, pour des sujets, on va dire, principalement RH et tech. Du coup, là, 1 an plus tard, c'est quoi, quels sont les résultats et quels ont été un peu les gros milestones et les choses importantes? Je sais que vous communiquez pas trop là, sur tout ce qui est chiffre d'affaires, rentabilité, on est d'accord, ça c'est les chiffres que vous donnez pas publiquement. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette année 2023 et sur les ambitions de 2024, par exemple? Bien sûr. Déjà, on a sorti les nouveaux cours, parce que tout à l'heure, on a énuméré tous les cours, mais à l'époque, tous n'étaient pas sortis. Ok. Ils sont sortis ou en train de sortir pour certains, d'ailleurs. C'est quoi les prochains, d'ailleurs, qui arrivent? Si tu peux le dire. Le prochain, je me remets l'ordre en tête. C'est Community Manager, le prochain. Ok. Donc, il y a ça. Il y a la partie équipe qu'on se restructure, qui n'est pas facile. Ça, les gens en parlent peu, mais ce passage un peu on est 4 qui bidouillent, qui ressemble un peu à un BDE. Je n'ai jamais été dans un BDE, mais j'imagine un peu comme ça. Être une vraie équipe, puis on commence à avoir des départements, genre de trucs. Vous êtes combien maintenant chez Reveltrain? On a 2 teams. Donc on a la core team, donc avec un peu tous les head-off. On est une dizaine. Et après, si tu comptes les monteurs, les sales, les profs, une grosse trentaine. Une grosse trentaine. Ok, j'avais compris centaine. Ouais, ok. Ils abusent. Là, il charge la bulle. Ok, merde, je commençais à bien l'aimer, fait chier. Et ben, il est comme les formateurs en ligne, voilà. Il est repassé du dark side. Alright, donc ça, du coup, vous avez mis des nouveaux cours. Pardon, je t'ai coupé. Il y a ça, les nouveaux cours, l'amélioration de la plateforme qu'on a poussée. Cette année, on a augmenté le nombre d'élèves. Effectivement, les prix ont aussi changé. On en parlait. C'est un peu ça, les gros sujets. Et on a vécu aussi cette phase très classique de post-levée. Tu t'emballes, tu as de l'argent. On a commencé à s'emballer un peu. Et là, on était beaucoup sur dernier trimestre de l'année 2023, à un peu recentrer, à faire plus simple. Donc, c'est un peu les sujets du moment. On a gardé la rentabilité. Et finalement, l'argent de la levée de fonds a été déployé, mais pas encore massivement. Tout simplement parce qu'il y a eu ce sujet, on s'est un peu emballé, qu'on a recadré. Finalement, si l'argent, on a levé en février, pour des raisons financières, ça a mis pas mal de temps à arriver, juridique et financière, qui fait qu'on l'a eu peut-être que sur l'été. Après, t'enchaînes, tu vois, t'as l'été qui est un peu plus creux. Donc finalement, en fait, on n'a pas eu le temps non plus si ce n'est faire quelques petites erreurs de débutant sur la post-levée, on n'a pas eu le temps non plus d'allumer financièrement, de dire partir comme des fous, dire on fait x10 là. Donc c'est de l'argent qui
à majorité à stagner pour le moment. C'est vraiment du trésor de guerre, quoi. Mais vous avez, enfin, je veux dire, parce que ça, si les investisseurs là t'entendaient, ils seraient pas contents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu dépenses et que tu te déploies. On a grossi, c'est ça ta question. Ça, en fait, t'as commencé à recruter quand même, du coup. Oui, non, l'équipe a par contre, surtout la partie équipe, a beaucoup grossi. C'est surtout sur la partie market, etc. On s'est pas emballé. Les chiffres ont quand même pas mal grossi par rapport à l'année 1. Donc on fait une bonne croissance. Donc voilà, c'est un peu, je te résume un peu l'idée, mais c'est voilà, on a gardé la rentabilité, on a structuré l'équipe, sorti les nouveaux cours, fait pas mal de croissance. Et là, l'idée, c'est on a les fondations pour amener un peu plus loin. Ça, c'était vraiment pour 2023. Et là, 2024, c'est quoi les bails un peu là sur les 12 mois qui viennent? Donc tout a été structuré sur fin d'année et l'été dernier. Et là, l'idée, c'est... j'adorerais venir avec des grandes annonces, mais l'idée, c'est juste de justement là appuyer. Ouais, mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, c'est pas sortir des nouvelles choses, c'est ce qui est fait, ce qui est mis en place. Et notamment, on a les équipes pour assumer maintenant d'envoyer plus de volume. Donc, c'est augmenter les budgets marketing, augmenter le nombre de cours, les capacités d'accueil, etc. Parce qu'en fait, les promos, vous les capez ou en fait, vous pourriez avoir des promos de 100 élèves quoi, sur un cours? On n'a pas de système de promo, parce que les gens rentrent comme ils veulent. Parce qu'en fait, les gens, ils commencent quand ils veulent, en fait. Mais il y a quand même nous, on a quand même un suivi comme s'il y avait des promos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promo, mais on se dit, OK, sur ce mois-là, il y a eu tant, sur ce mois-là, tant. Et on est obligé de manager parce que on se veut d'avoir un accompagnement parfait. On n'a pas envie de faire les bourrins, de faire x2 du nombre d'élèves. Et en fait, la qualité dégrade. Mais après, et surtout parce que ça, moi je sais que c'est un gros problème dans le milieu de la formation en ligne. C'est que, alors j'ai pas la stat, hein, donc je vais en donner une un peu au hasard, mais c'est genre, je vais dire une connerie, il y a peut-être à peine 10 ou 15% qui vont au bout de la formation. Ouais. Beaucoup de gens l'achètent, c'est vrai que les formateurs en ligne sont très forts pour ça. Les gens achètent, démarrent la formation et s'arrêtent au bout d'un dixième, un 20%, 25%, 50%, et très peu vont jusqu'à la toute fin de la formation, quoi. Ouais, c'est assez rare. Après, en fait, est-ce que c'est votre cas aussi, en fait? C'était ma question. Non, c'est pas notre cas. On a des bonnes stats là-dessus. En fait, la variable, c'est que le problème de ce genre d'études, c'est qu'elles sont un peu, j'allais dire, aplanies. Donc ça veut un peu tout et rien dire, mais dans le sens où on compare quelqu'un qui a une formation pas spécialement vocation à aller au bout, on compare du Udemy, qui est en fait de la consommation de masse où les gens, je sais plus la stat, mais elle est catastrophique, regardent pas la deuxième vidéo, quoi. Donc tu vois, c'est un peu tout est mélangé. Et aussi, tu as un taux incompressible de gens qui ne peuvent pas aller au bout de la formation parce que c'est pas fait pour eux, ils sont pas adaptés, etc. C'est pour ça que nous, on laisse au début de la formation, la première semaine, pour te faire rembourser. Donc c'est aussi nous, c'est aussi vocation. C'est pour ça qu'on a des bonnes stats. C'est qu'aussi, on isole et permet aux gens où on sent que ça va pas le faire de se faire rembourser. Et ça, on l'assume. On a volontairement une démarche de te dire, limite sélective. On ne sélectionne pas l'entrée, mais quasiment dans l'idée de se dire, on voit que ça va pas le faire, les profs remontent cette info, on en parle avec toi, tu te sens comment, toi, est-ce que tu sens que tu vas y aller ou pas? Et tout ça, ça permet aussi d'augmenter cette stat et surtout minimiser les déçus, quoi. Parce que finalement, bon, nous, c'est pas notre cas, mais finalement, même si ton taux de gens qui vont au bout est faible, si les gens sont super heureux, c'est pas le sujet, quoi. Mais nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment cette donnée qu'il n'y ait pas de malheureux, quoi. Que les gens ont investi, ils en ont eu pour leur argent. Ceux qui avaient volonté d'aller au bout, ils sont allés, ont trouvé la promesse pour laquelle ils sont venus. C'est plutôt ça le sujet, quoi. Vous êtes remboursé, enfin, c'est remboursé CPF, Calliope, tous ces machins-là, ou vous êtes en dehors de ça? Non, on n'a aucune aide d'État, ce qui est aussi un des facteurs de la levée de fonds, ce qui est rarissime en France. On n'a pas d'aide d'État pour le moment. Parce que vous n'avez pas testé? Parce que vous pourriez en avoir de l'aide. Oui, on pourrait. En plus, pour tout te dire, c'est un peu un système de grade. J'explique très mal. Mais si tu veux, on a le grade 1. Donc, on passerait au grade 2, on pourrait donner des CPF. Donc, en soi, c'est une question d'un mois de boulot. Donc, si on voudrait le faire, on pourrait. Mais c'est quand même très contraignant, à la fois pour des raisons pédagogiques, financières. Ouais. Tu vois, des fois, tu as des aberrations du type, tu dois mettre un cours de SEO dans un truc de, je sais rien moi, de community manager parce qu'en fait, ça rentre dans la case de telle formule. Donc, j'avais pas trop envie de dégrader pour le moment cette partie est financière et pédagogique. Financière, c'est pour des raisons d'encaissement d'argent, etc. C'est un peu complexe. Et du coup, on n'a pas franchi le cap, on l'exclut pas, mais c'est pas, en tout cas, c'est à court terme, c'est pas du tout une idée. Et on n'a pas du tout d'aide comme ça. Nous, par contre, on a 2 grosses garanties. Comme je te disais au début, pour te faire ton avis. Ça te fait rembourser au bout d'une semaine, ouais. Et on a une garantie d'emploi aussi, ce qui est rarissime. C'est-à-dire que si les gens ne trouvent pas d'emploi après, ou qu'ils n'arrivent pas, oula, c'est pas du tout français, c'est rigolo, ou qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients, c'est-à-dire que c'est marqué dans le contrat, ils peuvent demander à être remboursés.
C'est ça. En fait, si dans les 3 mois, à la fin de leur module business, donc le module business, tu arrives, tu choisis si tu veux être salarié ou freelance ou un peu des deux, on te sort une nouvelle track de cours où en fait, ok, tu as la compétence, ce que la plupart des écoles te laissent faire. Nous, on a une deuxième partie qui déclenche, qui est ok, on t'accompagne à en vivre selon tes volontés du coup. Donc disons, tu as choisi salarié. On t'accompagne, donc tu es coaché, etc. jusqu'à trouver un emploi. Et si tu as suivi tous nos conseils et que tu es arrivé jusque-là, donc on considère que tu as la compétence et que tu as suivi ce qu'on t'a dit, tu es censé trouver un emploi dans les 3 mois. Si tu l'as pas trouvé, tu demandes un remboursement, on te rembourse. Ok, bon ça tu vois c'est quand même ça maintenant en fait tu vois c'est un peu tous les gens qui lisent du Hormozy ou ce genre de lecture on va dire en fait savent qu'aujourd'hui c'est vrai que dans l'effet de réassurance c'est vrai que ça le côté satisfait ou remboursé et où il n'y a pas de piège où il n'y a pas de tout ça et tout. En vrai, c'est le meilleur moyen de montrer ta bonne foi, en fait, te dire, moi, je suis sûr de mon produit, je suis pas juste un bon marketeur qui va te faire acheter un truc de merde, quoi, tu vois. D'ailleurs, ça, soit il faut y aller à fond, soit il faut pas le faire. Faire un entre-deux à la con. Ouais, ça sert à rien. Parler crûment, ça sert à rien. Ouais. Nous, on l'a fait parce qu'en fait, c'est même pas partie de lecture de Hormozy ou quoi, c'est partie du fait que, en fait, on se rendait compte qu'on aidait les gens, que ça marchait bien, etc. On s'est dit, tu vois, il y avait toujours des doutes, etc. On s'est dit comment on va plus loin. Donc on a commencé à ajouter ce module qu'on appelle nous module business, qu'en fait un deuxième cours qui est offert en fait qui est packagé à la fin de chaque cours. C'est ça. On s'est dit les écoles te laissent te débrouiller, nous on veut aller plus loin. Une fois que tu es allé plus loin, on s'est dit ok, ça c'est bien d'aller plus loin, mais je suis sûr qu'on peut le garantir. Et tu vois, c'est toujours aller d'une escalade, on peut aller encore plus loin. Et tu vois, maintenant même on le met dans un contrat étudiant. Donc en fait, on n'est même pas légalement obligé de donner un contrat étudiant, mais ils ont même une protection juridique qui fait. Et c'est toujours nous, c'est vraiment parti d'une escalade de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire de limite de too much que les autres pourront pas faire quoi. C'est un peu venu de là. Et juste pareil pour une question que je voulais poser tout à l'heure que j'ai oublié de poser, un module, il y a combien d'heures de vidéo en moyenne dedans? Tout un cours, par exemple tout le cours sur le copywriting qui est avec un prof, je sais pas, il y a combien d'heures de vidéo qu'on se rende compte un petit peu de ce que c'est? Ça se compte en dizaines, donc ça dépend après selon les cours. Après la partie, nous on n'a pas du tout fait la chasse au nombre d'heures de cours. C'est une data qui est très mise en avant, qui marche très bien d'un point de vue marketing. Nous, on ne l'a volontairement pas utilisée, même si finalement on a des cours plus conséquents que les gens. Ça fait c'est un peu un concours de qui pisse le plus loin. Ouais. Et en fait, dans un cours, ce qui compte, c'est la pratique. Si on est honnête, c'est 80% du résultat de la pratique. Donc en fait, tu aurais 1 heure de cours et 80 exos, ça aurait plus de valeur que 30 heures de cours. Vous leur donnez des devoirs et des exercices à faire? Ouais, beaucoup. C'est quoi par exemple? Alors nous, en général, on adore reprendre des cas clients de nos profs. Et en fait, on les découpe et on le fait un peu gamifié en sens, tu commences un exo en partie 1, tu le suis en partie 2, etc. Et tout ça, donc ils font les exercices 100% en ligne. Et c'est quoi, ils ont une note à la fin qu'ils... En fait, ce qui se passe, c'est que tous les exos sont bloquants. Ils sont corrigés par un prof et si t'as pas le level, tu recommences et t'es bloqué, tu peux pas continuer tant que t'as pas le level. Ok, donc c'est vraiment ultra suivi. Enfin, on voit, tu vois, c'est avec des détails comme ça, on voit en fait la différence avec simplement, t'as mis ton code de carte de crédit, je t'envoie une formation vidéo, ou t'en as quand même certains qui se disent, voilà, t'as pas le droit de regarder le module 2 tant que t'as pas fini le module 1, enfin tu vois, mais qui essaient de faire des choses. Mais vous, il y a même des exercices entre les modules. Exactement. Si t'as pas réussi, c'est-à-dire que t'as pas le niveau et donc du coup, tu peux pas aller au-delà, quoi. Ce qu'on aime bien, l'idée, c'est tu découpes un module en plein de sous-exos et tu as un exo final qui est un peu une représentation de tout ça. On se dit, je sais pas, t'es monteur vidéo, bah, tu vas avoir un bout de dérush, un bout d'effets spéciaux, un bout... Alors là, je schématise, c'est pas ça, mais tu découpes un peu chaque partie du métier et la fin du module, c'est un truc qui représente tout. Et l'idée, c'est de mettre l'accent vraiment beaucoup sur la partie pratique parce que c'est vraiment, l'adage, c'est en forgeant qu'on a forgeron, il sonne un peu ridicule, mais il est tellement vrai, surtout sur des métiers qui sont un peu techniques comme ça. 1 million de fois, quoi. Ouais, vraiment, c'est qu'il a. Et là, moi, je vais avoir 2 dernières questions, et notamment une, là, c'est quoi les autres cours là, dont tu n'as pas encore parlé, les nouvelles briques qui vont sortir là en 2024? Bah, c'est celles que j'ai citées, en fait, les 5 cours que j'ai cités. Et ça qui sont aussi dans ceux qui vont il y en a qui sont pas encore sortis, du coup. Et donc, toi, par exemple, ton business, c'est d'éduquer un maximum de gens. Toi, comment tu fais pour continuer à t'éduquer, continuer à apprendre des trucs aujourd'hui? C'est marrant comme question. Alors, il y a 2 choses. Je regarde beaucoup de formats de podcasts, interviews, etc. Donc ça, je voulais donner une chose qui est un peu plus accessible financièrement et j'en ai une autre qui est finalement quasiment devenue ma raison numéro 1 d'apprendre, qui est malheureusement un peu moins accessible, c'est je paye énormément de coaching. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu des degrés. Tu vois, tu as le bouquin en level 1, tu as le level d'en dessus, tu as la formation, et tu vois, un coaching,
c'est comme si tu avais une formation, mais qui était adaptée à ton cas par quelqu'un en direct. Ouais. Donc j'adore faire ça, que ce soit de façon payante ou gratuite. Mais j'ai pas trop cité ça parce que c'est pas hyper accessible, que ce soit financièrement ou il faut le réseau, mais t'as Oui, un peu tu bloquant. prends quand même un bon coach, hein, on va pas se mentir, Hors de c'est prix. au moins 500 balles de l'heure, quoi. Ouais, ça, tu te fais allumer. Mais ça, j'adore. Et c'est pour ceux qui ont les moyens, c'est vraiment killer. Et si t'as moins les moyens, en fait, si t'as pas les moyens, t'as le temps. Donc, ouais, fonce sur les podcasts, formations, etc. Et plus je vieillis, même si je reste très jeune, je suis dans une optique de moins absorber de contenu. J'étais dans une période où j'en absorbais trop. Ouais. Et finalement, je partais un peu un poulet sans tête. Je courais partout. Et un peu ce que je te disais tout à l'heure avec Revolt Train sur la fin d'année, aussi plus aller dans la simplicité, plus, tu vois, plus relire ce que j'ai déjà vu. Ou, tu vois, je suis plus dans cette démarche-là en ce moment. C'est vrai que moi, pareil, je lis très peu, mais j'avoue que la plupart des livres que j'ai lus, je les ai lus au moins 2 ou 3 fois. Ouais. Et des fois, non, je l'ai pas lu depuis 2 ans, je le relis. Et d'ailleurs, des fois, c'est des lectures où tu dis, tiens, tu vois, je l'avais pas perçu comme ça il y a 2 ans, parce qu'en fait, toi, t'as changé, T'as rien compris. t'as appris d'autres choses ou quoi. Et c'est là, tu dis, putain, mais en fait, j'avais rien bité, quoi. Ça, c'est, ok, tu sais, je me avais parlé partout, alors en fait, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire, mais bon, bref. Mais ok, là, écoute, hyper intéressant. Dernière question que je pose à tout le monde, pas le droit de me répondre l'un de tes associés. Qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter pour être à ta place pour un prochain épisode de podcast? Que ça soit alors franchement, ça peut être un ou une entrepreneur, un ou une créatrice de contenu, un ou une sportive. Je sais pas, quelqu'un qui t'inspire et qui pourrait inspirer beaucoup de monde. Francophone. N'importe quel niveau? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Il y a toujours un petit blanc à ce moment-là. J'ai plein de têtes qui sont roulettes. Maintenant, il faudrait que je pose cette question un peu en amont aux personnes pour dire réfléchis, je vais te poser cette question, quoi. Ah, j'ai une roulette de tête. Tu peux m'en donner plusieurs. Vas-y, donne-moi ce qui tiens, te dans passe. nos invests, on Comment parlait de Monsieur Benabou. Ah, mais je rêverais de l'avoir, mais à mon avis. Il est assez peu exposé, mais il est très très fort. Bah, moi, je l'avais écouté dans le podcast de Mathieu Stéphanie, du coup, dans lequel il était passé, et j'avais trouvé qu'il avait fait une masterclass, quoi. Ah, il est monstrueux. T'en as pas un autre un peu plus accessible? Edouard Caracao, c'est très bien. Eh ben écoute, Edouard de The Braderie. Ouais. Bah vas-y, bah écoute, je compte sur toi. Bon, en vrai, pas besoin de me faire la mise en relation. Je le connais bien. C'est même moi qui lui ai vendu ses t-shirts dans sa première, toute première vente qu'il avait fait sur Instagram. T'imagines en 2018. Donc pareil, 2018, t'imagines que c'est hier, quoi. Il avait fait des t-shirts pour la Coupe du Monde. Enfin bref, c'est moi qui les avais produits. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés à l'époque. Mais je vais les rappeler nos amis de The Braderie, parce que ça, que c'est une très très belle histoire, une très belle exécution aussi dans leur cas. Ouais. Dans tous les cas, merci beaucoup Corentin d'être venu dans le podcast. Merci pour toute la transparence et toute la valeur et toute l'inspiration que tu as pu donner aux gens. Si à toi, auditeur, auditrice qui est encore là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Podspace pour l'invitation. Évidemment, mettez 5 étoiles, ça m'aide énormément. Ça fait du bien à l'ego aussi, on va pas se mentir. Tous les égos, plus il y a d'étoiles, plus j'ai d'endorphine ou de dopamine, je sais plus quoi, mais j'adore ce genre de sensation. Donc mettez un maximum d'étoiles, ça nous référence au max. Merci encore Corentin et je vous dis à très bientôt dans le podcast pour un prochain épisode. Merci à toi. Ciao, ciao.